commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bonjour tout le monde, donc je suis contente de vous retrouver sur le plateau de Zouk TV que nous remercions grandement. Manuela, merci, je te fais faire des exercices quelquefois assez rocambolesques, mais tu y arrives, donc merci beaucoup. Donc la semaine dernière, nous avons eu comme invité le Koubari étoilé de la Sopamar, donc c'est Garcin Malsa. Et la semaine dernière, on a vu dans les vidéos qui ont été présentées qu'on parlait du potomitan de la Sopamar. Et bien, il est sur le plateau avec moi pour la première émission du mois de janvier de l'année 2024. Pascal Tourbillon, bonjour. Bonjour Faniwa. Bonjour tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Bonjour les amis de Zouk TV. Donc à souhaiter moi en particulier bon l'année 2024 pour travailler qu'on va faire parce que c'est très prégnant, mais aussi pour un résultat, pour une réussite dans affaires, pour aller plus loin. Merci. Alors, je te dis, moi, je potomita, mais moi, c'est un potomita qui est vraiment commencé fatigué. Alors, donc, c'est difficile pour appuyer à l'air, mais moi, je fais ça, moi, pour jusqu'à temps, moi, pour moi aller continuer ce travail-là, et puis que pour des générations qu'on prend le relais, on prend le relais, qui prend le flambeau pour aller pour voir plus loin et plus fort et plus beau. Ok. Et c'est ça que je souhaité pour nous et puis pour toute la population. Pour tous les Martiniquais, c'est ça. Donc on avait fait effectivement une petite carte de vœux, la Sopamar a fait une petite carte de vœux pour l'occasion. Donc je ne sais pas si elle va apparaître sur l'écran, mais on l'avait fait apparaître dans la dernière émission au mois de décembre. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder deux sujets. Le premier sujet, comme c'est de l'actualité de la Sopamar, ce sont les mouillages. Donc les mouillages, ce sont les bateaux qui restent sur le littoral de la Martinique. Et dans la deuxième partie de cette émission, qui sera beaucoup plus longue, on parlera du contrôle de légalité. Voilà. Donc en fait... cette semaine, ou je crois que c'est la semaine dernière, la Sopamar s'est rendue... c'est la semaine dernière. La Sopamar s'est rendue sur le littoral, sur la ville de Saint-Pierre, parce qu'effectivement, ils ont une intention de mettre une zone de mouillage organisée. Et donc, en fait, la Sopamar dit que pour que nous puissions accepter les zones de mouillage organisées, il faut déjà et avant tout que les zones de mouillage organisées existantes fonctionnent correctement. Et c'est loin, très très loin d'être le cas. On peut voir au Marin, on peut voir à l'étang Abricots. Et l'étang Abricots, c'est pas fini, mais c'est catastrophique. Ce sont des millions d'euros qui sont engagés. Ils sont obligés aujourd'hui de faire une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de mur, parce que les vents sont trop élevés. Les bateaux sont obligés de partir à certaines périodes de la marina. Et on avait vu la semaine dernière avec Garcin Malsa qu'effectivement, que l'intention de certains politiques martiniquais, c'est de faire de la Martinique la marina la plus grande de toute la Caraïbe. Voilà, donc ça sort du Marin, du Marin, toute cette zone-là, Lamentin, l'étang Abricots. Donc ils veulent faire la plus grande marina de la Caraïbe. Donc est-ce que tu peux expliquer justement le problème déjà des mouillages au niveau écologique, voilà, et puis ce qu'il en est aussi du combat de la Sopamar par rapport au fait qu'on avait rempli l'enquête publique, qu'il y avait eu, où il y avait 80% de la population qui avait dit non à la zone de mouillage organisée, mais malgré ça, ils continuent à vouloir persister pour pouvoir les instaurer, les imposer. Oui. Alors, c'est un problème très vaste. Pour qui ?
pour justifier ces zones de mouillage-là, il y a créé une zone de mouillage organisée. Mais, qui ça y a dit? Il y a dit qu'il y a un lot bateau en Martinique, 14 000 bateaux, et il y a seulement 3 000 places pour stocker. Alors, lorsqu'on dit 14 000 bateaux, c'est 14 000 bateaux immatriculés en Martinique. Immatriculés en Martinique. Voilà. Mais il y a encore ceux qui ne sont pas immatriculés en Martinique. Oui, et puis cabine. Alors, il a dit, donc, ça, il y a une nécessité, et même certains membres de la SOPAMO ont dit, ça nécessaire qui ont organisé le mouillage là, plutôt que quitter aller n'importe quel côté, tout partout en les berges. Tout ça, ça comprend, hein? Mm-hmm. Bon. Nous avons dit oui, très bien. Mais ce n'est pas la position de l'administration française en Martinique et le maire du Marin a commencé à comprendre ça un petit peu, mais il veut surtout protéger sa commune. Ce n'est pas la position non plus de l'espace de Cap-Nord, qui veut non pas seulement régler le problème qui existe, trouver une place pour que ces bateaux qui puissent se mettre, on aurait pu comprendre ça, mais c'est de faire d'autres bateaux arriver. Alors donc nous ne pouvons jamais arriver à régler le problème-là, puisque nous n'avons pas assez de place pour ces bateaux qui là, au lieu de nous régler le problème-là, pour eux, nous avons dit nous avons fait d'autres bateaux arriver. Et c'est ça qui est un gros problème. Alors pour qui ça? Nous avons par exemple Saint-Pierre, pour nous prendre, parce que c'est l'actualité du moment. Mais Saint-Pierre a dit non seulement, pas seulement mouillage nous l'est, zone de mouillage organisée pour prendre ces bateaux qui traînent tout partout là, mettez en côté, mais il faut que nous créions un marina. Parce que dans le sud, ni marina, c'est Robert et pas Robert, et Robert Lenita et tout, mais la grande marina, le grand port de plaisance du marin, il faut que nous n'y connaissions, parce que François Caïnitaï, donc c'est pas ça, nous parler et faire de la Martinique un grand parking à bateau. Mais ils ont en fait en quelque sorte un regard sur leur propre commune. Oui. Ils n'ont pas une vision globale de la situation de la Martinique, mais c'est chacun pour soi. Oui. Et puis pour satisfaire les besoins personnels et besoins politiciens souvent d'ailleurs. J'allais dire électoral aussi, oui. Électoralistes. Voilà, c'est ça. Donc il faut que nous disions, ça nous a dit à l'Obaïdala, il faut que nous fassions une étude globale de la réalité, il y a des éléments, des possibilités de la Martinique, et ouais, ça nous a fait. Et surtout, qu'on nous dit et qu'on nous pose des possibles clairs, nets, nous ne pouvons pas assis à son chaise qui est trop petit pour nous. Nous ne pouvons pas. Il faut que nous évaluions combien de bateaux nous pouvons accueillir en pays. Nous ne pouvons pas accueillir tout bateau qui vient de l'Europe. De exemple, avec la défiscalisation, il y a créé des bateaux, des ports se sont développés en France pour la construction navale, et puis il y a des boîtes territoriales, des bateaux qui viennent là, qui ont été combien de mois à dedans? Non, c'est mais pas ça. Mais crée des écocides aussi, puisque ça fragilise vraiment les fonds marins. Ah oui. Puisque même en France, les coraux, tout ça, etc. sont donc c'est mortel pour la biodiversité. Ce sont des pollutions, surtout que ces bateaux à caractère là, et puis moun en didin, et ils nous passent avec les eaux grises, les eaux noires, pour parler coyo. Et la dégradation aussi des coques de bateaux. Oui, la dégradation des fonds marins. Aussi. Et donc tout ça, c'est très, et c'est un problème énorme. Et donc on ne peut pas dire qu'on va mettre partout des zones de mouillage organisé sans étudier ces problèmes globaux. Et c'est pourquoi nous disons, nous serions pour ce qu'on appelle des ZMEL, des zones pour des équipements légers à terre, pour permettre de et puis sur le parking de bateaux. Oui, pour quelques jours, pour qu'à repartir. Pour qu'à repartir, non pas rester à demeure là.
Et puis ensuite, associer les équipements, nous avons ça. Parce qu'en bateau qu'il a, et tu as mis ces grisiois, et tu as mis ces noirs, nous avons fait ça, dans l'autorisation urbaine, qui ça, il y a des contraintes ou des règles et tout cas déposé. Qui manière qu'on a déposé, qui manière et on y a carnet de bord qu'on a vérifié, de même que pour l'on ou qu'on vider en poubelle ou bien en marché pour savoir quel côté on a vidé et quel côté il a allé. Quel est son circuit ou est-ce et donc ça te permet la Sopamar ou pas la Sopamar, la collectivité martiniquaise, la Martinique, de vérifier ce qui se fait et qui manière pour au moins limiter les dégâts. Au moins limiter la casse. Mais c'est très difficile. C'est mon cas dit, chaque qu'on a dit à Faniwa, chaque maire a ni taille, ni et alors yo dit non bon et alors monsieur Marcel Nado, le maire le député du Nord nous dit mais non et au fait faut que nous laisser anti-zone de mouillage organisé parce que le maire de Saint-Pierre est né en marina et ça a été plus grave ça permet de dire nous a dit non tant qu'on pas régler la situation tant qu'on pas faire une étude globale de ça et c'est ça nous a dit nous a monté Saint-Pierre demain après-midi à 4h, puisqu'il y a une réunion Saint-Pierre à 4h, la Sopamar a monté, la Sopamar a invité, comme d'autres personnes. Eh bien, là, pour le monde qui est libre, monter pour eux, et puis surtout, on ne peut pas les conflits, il faut éviter autant qu'on peut les conflits d'usage. Et tout cas, mettre ces marins pêcheurs qui ne peuvent même pas, nous pas même pas dire ça, ils ne peuvent pas tirer senior encore. Il ne peut pas faire bateau pêche parti. Je rappelle que quand même l'année dernière, on avait eu effectivement les marins-pêcheurs de Cholcher qu'ils étaient en train d'expulser sur le littoral. Oui. Or, on ne peut pas expulser ces personnes qui font cette profession du littoral. C'est leur lieu de travail. Voilà. C'est leur lieu de vie. Donc on a rappelé la loi à la municipalité. Et effectivement, donc, on voit effectivement, lorsqu'on retourne à Cholcher, on voit effectivement que, de nouveau, on peut revoir les bateaux des marins-pêcheurs installés sur la plage. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Et la loi littorale, comme la loi sur les 54 pages géométriques, dit le littoral c'était d'abord le lieu de travail des marins-pêcheurs, avant les plaisanciers. On ne peut pas quitter, par exemple, on peut limiter la pêche pour les marins-pêcheurs, on ne peut pas aller n'importe quel côté, mais les plaisanciers, quand aller n'importe quel côté, quand pêcher, quand même aller dans ces casiers. Donc, ça n'est pas possible, et donc, ça sont des problèmes qu'il faut nous poser, et nous allons voir qui manière nous régler les problèmes. Nous pouvons discuter, il faut que nous discutions. Il faut que nous discutions pour nous voir ce qui est possible. Et aussi, qui manière on fait dans d'autres pays. Par exemple, à Sainte-Lucie, parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Il faut que nous voyons comment on fait. Est-ce qu'on va accueillir tout bateau ou bien on va dire, nous pouvons accueillir tant de bateaux et les autres. Et puis sur une durée bien déterminée. Sur une durée bien déterminée. Voilà. Enfin, donc c'est un problème global. Il y a une réunion. Donc il y a la réunion demain, 6 janvier. L'après-midi, c'est où? À 16h. Au restaurant Caille Jojo, chez Jojo, et sur la commune de Saint-Pierre. Sur la commune de Saint-Pierre. Voilà. Ok. Eh bien, vous êtes invité à venir et puis voir comment la Sopamar défend sa position. Oui, voilà. et puis d'autres personnes viendront et d'autres personnes pourront porter leur contribution, leur manière de voir aussi. Nous, ni manière nous, mais ni d'autres qui nous, et puis c'est ensemble, nous allons progresser. Voilà, tout simplement. Merci Pascal. Donc on a fini avec le premier sujet. On va parler maintenant de contrôle de légalité. Donc avec García Malsa la semaine dernière, on avait vu des vidéos. C'était l'Assemblée générale de l'année 2016 dans laquelle a participé Denis Losti, qui était le président de France Nature Environnement. C'était les 35 ans de la Sopamar, si je me rappelle bien, ou les 30 ans, je ne me rappelle plus, c'était l'anniversaire de la Sopamar. Et donc, en fait, l'ancien président Henri Louis Régis, qui est resté président pendant 25 années, lisait la documentation française.
Et donc, on va voir tout à l'heure les 2 vidéos que je n'ai pas pu diffuser, qu'on n'a pas pu diffuser la semaine dernière. Alors, pour qu'on sache c'est quoi le contrôle de la légalité, on va voir déjà quelques petits panneaux de définition. Voilà, le contrôle de légalité. Légalité, ça veut dire ce qui est légal, qui tient du conforme droit. à la loi. Voilà, conforme à la loi. Donc, c'est une procédure par laquelle le représentant de l'État, à savoir le préfet pour la Martinique, s'assure du respect de la loi dans les actes pris par les collectivités territoriales et certains établissements publics. Donc, ici, nous avons la définition du contrôle de la légalité. Tu as quelque chose à rajouter par rapport Donc, à... les nous dit collectivité territoriale, il s'agit des communes et des EPCI, c'est-à-dire des communautés d'agglomération que nous avons ici. Donc c'est ça nous avons dit, parce que l'école dit collectivité territoriale, il faut que nous disions ça, c'est qu'il y a une collectivité territoriale. La CTM, c'est une collectivité territoriale. La commune, chaque commune, c'est une collectivité territoriale. Voilà, effectivement. Donc j'ai emmené justement un panneau qui montre ça par rapport à la... On a la KSM qui s'occupe je ne sais pas si à la carte, si tu peux mettre la carte Manuela. Là, ça sera un peu dans le désordre. Ah, mais voilà. Donc ici, j'ai pris une carte par rapport à ceux qui s'occupent de l'eau sur toute la Martinique. Mais on a Cap Nord, toute la zone rose en haut. Donc c'est une collectivité. On a la zone verte au sud, dans le centre, qui est la KSM. Et en bleu, la KESM, qui s'occupe, c'est l'espace sud. Lorsque vous prenez le transport en commun, on dit espace sud. Voilà, donc, cette bleu-là. Chaque ces sigles-là, KSM, c'est un signe. C'est la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Voilà. KESM. Oui, c'est la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique. Et puis, la communauté d'agglomération du Nord. Oui, du Nord. Cap Nord. Oui, et Cap Nord, communauté d'agglomération du pays nord de la Martinique. Ok, pays. Ah, ok. Ok. Et puis, il faut dire aussi que les mairies aussi sont des collectivités. Et il y a aussi dans les d'autres départements, donc il y a le département, il y a la région, chacun gère ces zones de ces espaces, ces espaces, voilà. Ces espaces territoriaux. Voilà. Donc, et effectivement, avant qu'il y ait les premières lois de décentralisation, les collectivités étaient sous la tutelle de l'État. On va avoir une autre définition parce que effectivement, donc voilà, la loi de décentralisation. Donc, la décentralisation consiste à un transfert de compétences et de moyens de l'État à des autorités distinctes de lui. Ces entités appelées collectivités territoriales sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Donc effectivement, comme on avait vu tout à l'heure là, avant 1982, c'est l'État qui avait la main mise sur tout, jusqu'à ces lois de décentralisation. Tu veux dire quelque chose par rapport aux lois de décentralisation? Alors effectivement, permis de construire, là, par exemple, l'homme qui a déposé un permis de construire, c'était la DDE, un organisme de l'État qui a instruit le dossier, et c'est le préfet qui a même s'il était passé par la mairie, c'était la DDE qui a décidé. La DDE, c'est l'ancien... C'est ce qui est devenu maintenant, aujourd'hui, la DEAL. La DEAL, oui, et ça DEAL. Se trouve aux Anam Cholchière, Batelière. Oui, Batelière, enfin... dans la zone. D'accord, mais vers chercher. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est l'État qui a décidé directement. Vous déposez un permis de construire, si la DDE te dit non, c'est non. Et puis, la DDE, c'est un organisme de l'État. C'est la DEAL. Et actuellement, mais a permis, mais préfet pour contrôler s'il respectait la loi. Au cas où, alors que c'était préfet qui a décidé par organisme, c'est lui qui a décidé si bon, si pas bon, avant, mais a enregistré. Je dis, c'est le maire qui a pris une décision, mais sous le contrôle de l'État, et c'est ce qu'on appelle le contrôle de légalité. C'est ça. Avec la décentralisation, c'est le maire qui prend la décision, mais sous le contrôle de l'État. Voilà, donc lorsqu'on dépose un permis de construire, on le dépose maintenant directement
à la mairie de, Oui. de sa commune, là où on veut effectuer les travaux. Mais avant 1982, avant la Même loi... quand on avait déposé à la mairie, ça devait être transféré à la DDE, d'organisme de l'État qui prenait la décision. Voilà. Et on va voir maintenant le panneau suivant sur la décentralisation. Donc la décentralisation date de 1982. Voilà, donc la loi du 2 mars 1982. Oui, en fait, c'est des lois qui ont été votées entre février et juillet 82, parce qu'il y a plusieurs lois qui ont été votées pour la décentralisation. Alors, pour nous comprendre ça, c'était au moment où Mitterrand venait président de la République. C'était la première fois la partie socialiste qui a pris le pouvoir en France. Et desserrer les contraintes Tibrin, et qui était Tibrin plus liberté aux populations. C'était Mitterrand qui était. Mais avant, c'était l'État avec son organisme, son autorité qui imposait tout et partout. Comme un roi. Oui, c'était ça. Voilà. Alors, on va voir la loi du 2 mars 1982. Merci. Loi qui émancipe les collectivités de la tutelle de l'État et leur permettent la libre administration sous le contrôle du respect de la loi par le préfet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. On va passer par la diapo suivante. Voilà. Donc les collectivités ont un pouvoir aujourd'hui, depuis 1982, depuis l'application de la loi des lois de 1982, elles ont le pouvoir réglementaire. Elles ont aussi une personnalité morale qui leur permet aussi d'aller présenter un dossier en justice ou se défendre devant les tribunaux. Et elle a aussi son propre budget. Oui, alors le pouvoir réglementaire, ça veut dire qu'il a le pouvoir de prendre des règlements, de prendre un arrêté de permis, c'est ce qu'on appelle un arrêté de permis de construire, un arrêté pour permettre l'aménagement d'une partie du territoire. Donc c'est ça un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il a réglementé un arrêté municipal. Un arrêté municipal ou un arrêté de la collectivité territoriale de Martinique, un arrêté de l'espace nord ou de l'espace sud, etc. Enfin, donc on peut prendre des arrêtés, donc on peut légiférer à manière, mais contrôler. Bien sûr, lorsqu'ils légifèrent, lorsqu'ils font des arrêtés, c'est selon la loi française. Toujours et avant tout selon la loi française. C'est pour ça qu'on dit qu'on prend des règlements et on ne pas prendre des lois. Voilà, c'est ça. C'était les lois, c'était les Martiniquais qui ont décidé, mais là, ce n'est pas eux qui ont décidé, et la décision est prise sous le contrôle de l'État français, en règlement, et ce n'est pas en loi. Voilà. On va regarder le diapo suivant. Donc, on a parlé de la décentralisation de la loi du 2 mars 1982 et l'organisation de la collectivité. Donc, il y a des assemblées délibérantes, le conseil municipal, départemental, régional, territorial, comme on a en Martinique la CTM, qui a son assemblée. Et on a aussi un exécutif, par exemple, dans le cas d'une commune, le maire et l'exécutif de son organisation de sa collectivité. Alors, je crois que nous avons bien compris ça, parce que les maires qui prennent en décision, ils prennent en décision parce que c'est lui qui est chargé de l'exécution et de faire les choses. Mais il ne peut pas faire toute bagaille sans pas ni contrôle quand même l'Assemblée. Il faut appeler l'Assemblée délibérante, l'Assemblée qui a décidé. Mais le pouvoir là, c'est quand même c'est maire qui n'est, mais sous le contrôle de l'État, qui a fait contrôle de l'égalité, et le contrôle politique de la population et du conseil municipal. Donc, contrôle politique de la population, par exemple, ça peut être... Oui. Contrôle politique de la population, c'est-à-dire que, bon, la prochaine fois... Comment elle fait ça? La prochaine fois, je ne vais pas élu. Ou qu'on prend des décisions qui ne peuvent pas aller, moi, je ne vais pas aller. Et donc, ça peut permettre la population aussi de manifester, de dire, mais par exemple, au point tel bail, pas bon, mais généralement, comme mais ni clientèle, ça rare que bail à jouer. Mais la population n'y a un droit. Il doit aller au conseil municipal, regarder ça qui a passé, par exemple. C'est une manière de faire un contrôle. Et puis il y a les enquêtes publiques. Il y a une enquête publique, c'est un bail administratif prévu par la loi française. Mais c'est une manière aussi que le peuple puisse s'exprimer pour pouvoir... Mais c'est limité parce que simplement, il y a un avis et puis maire ou bien préfet qui a fait ça. Il prend la décision, c'est ça. Simplement, il a dit oui, vu l'avis ou bien un avis et puis il a fait la feuille. Et puis, on va prendre le dernier diapo, si je me rappelle bien, si c'est bien le dernier. Voilà, le préfet vérifie la légalité
Donc, comment il peut faire ça? En saisissant le tribunal administratif ou encore la Cour régionale des comptes. Oui. Donc là, lorsqu'on a bien posé les définitions, comment ça se passe, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne réellement. Alors, c'est Fanny bien dit là. Il y a ça la loi qui prévoit. Donc, ça, c'est des textes sur ça. Et puis, qui manière qu'à fonctionner réellement Sur le terrain. Et c'est sur le terrain. Et c'est là où on a tous les dérapages possibles. Voilà. Et donc, pour cela, on va voir une première vidéo. Donc, Henri Louis Régis qui fait la lecture de la documentation de France. On se retrouve juste après sur le plateau. Les premières interventions sont davantage perçues comme des soubresauts d'un groupement d'extrémistes. Le combat pour un gouvernement demeure marginal, paradoxe d'un milieu insulaire, fragilisé et menacé. Surtout la doctrine de la Sopamar, radicale et polémiste à l'égard de l'État français et de ses représentants, cadre mal avec le mythe rassurant d'un écologisme bon enfant. À l'époque, la direction de l'organisation ne cache pas ses liens avec les milieux séparatistes et exprime son scepticisme vis-à-vis de l'objectivité et de l'indépendance du juge. À l'époque, qu'ils disent. Pas plus maintenant. La tension est telle que le juge administratif s'autorise à l'occasion à supprimer d'office dans les mémoires de l'association certaines parties jugées injurieuses à son égard. Surtout le discours à dominante écologique, loin d'apporter la conviction du juge, semble plutôt le rebuter. Naturellement, tout le monde pense à quelque chose. Alors, c'était notre ancien secrétaire général, M. Pierre Davidas, qui faisait les mémoires à l'époque. Donc, et puis, il continue, les années 90 introduisent un changement notable dans la relation entre la Sopamar et le juge administratif. Du côté de la Sopamar s'opère une rupture avec l'attitude de revendication agressive jusqu'alors affichée. L'argumentation se juridicise, s'affermit, se structure, élaguant la formulation des excès passés. Faisons montre d'une connaissance approfondie des textes et des acquis jurisprudentiels. Alors, je ne peux pas dire ça sans demander à tout le monde d'applaudir notre commission juridique. Voilà, effectivement, une commission juridique qui est énormément sollicitée et de plus en plus sollicitée par rapport aux années. On est beaucoup plus sollicité aujourd'hui, je pense, par rapport au travail que je vois que vous faites à la commission juridique, que hier. Donc, effectivement, dans la vidéo, alors on parlait justement de la Sopamar devant les tribunaux. Et voici comment parlent les tribunaux français et la documentation de France sur la Sopamar. J'ai vu que tu as pris des petites notes. Tu veux oui. Alors, ça, nous est là, ça a daté de 1980 et de 2016. La Sopamar était une 35 ans. 35 ans, puisque en 1981, 1981, écrit. Bon, officiellement. Bon, nous allons parler de ça qui est avant. On a parlé de ce qu'il y avait la semaine dernière, on a parlé de ce qu'il y avait avant avec Garcès Malsa. D'accord, ok. Bon, on croit ça. Bon. Mais Henri a expliqué qui manière les autorités étaient qu'à la Sopamar. Et qui manière la Sopamar évolue aussi. Mais c'est surtout parce que la Sopamar était toujours constatée qu'il y a des lois, il y a des règlements jusqu'à tes bagailles, belle loi qui est bien faite, mais sur le terrain, il n'y a pas qu'à respecter rien. Et c'est surtout, souvent, et le plus souvent, au détriment de la population martiniquaise.
Et ça, c'est très grave. Et nous, l'exemple du chlordécone qui a commencé depuis les années 80, mais c'était tous les jours, nous tenions ces bagages-là. Alors, à l'époque, au départ, la Sopaman était toujours en colère légitime, on a dit, parce que pour lui, ces boucs-là, c'est ce qui était dit, nous, c'était violent, c'était des vagabonds. Et nous avons dit ça de façon lourde. Et là, nous avons allé au tribunal, nous avons montré que les autres en loi là, mais les autres pas respecter, et les autres c'était. Et nous avons dit ça de façon. Et c'est pour ça que nous avons dit très souvent, ces tribunaux ont dit certains termes, nous avons dit ces termes trop injurieux, ils ne pas prendre ça en compte. Mais c'était ça la réalité. Parce que pour la Sopaman, le véritable combat, c'était le combat de terrain, le combat sur le terrain pour un combat sur la légitimité. C'est pour dire que ça, notre café, nous pas aux affaires de l'oiseau, ces affaires de l'oiseau, mais est-ce que ça acceptable pour la population martiniquaise là? Est-ce que ça respecte le vivant? Est-ce que ça respecte l'humanité, le vivant? Parce que c'est ça avant tout la Sopaman. La Sopaman n'est pas un tribunal, n'est pas avocat, juge, rien de tout de cela. N'est pas une administration de la France. Pas une administration. Mais nous sommes des défenseurs du vivant. Voilà. Et c'est ça. En tant que défenseurs du vivant, nous voyons que là, il y a un problème, là, il y a un problème, là, il y a un problème, mais on se dit, mais la loi dit. Oui. Donc, alors, très souvent, à l'époque, on était opposé nous la loi, et progressivement, nous intégrer la loi parce que nous mettons en place une commission juridique qui est très structurée avec des gens qui ont une formation juridique, formation de droit. Moi-même, j'ai une formation juridique, mais j'ai des gens comme Alain. Il a toujours comme Alain Yerso, des gens comme Max Gambi, des jeunes qui étaient à l'université à l'époque comme il a mairie Trinité, après chef de service en matière de Marlin, Claude Marlin. C'était des gens comme ça qui étaient ni d'autres encore. Et parce que notre cas Goumé elle a structuré de plus en plus depuis 1991, et c'est là le tournant, et 90-91, et c'est là le tournant, nous mettons en place ça. Donc de plus en plus, nous avons occupé la loi. Mais il y a un piège. Et c'est ça, nous disons, depuis 1991, et nous avons des coups barrés qui sont sortis en 92, 95, 96, et nous avons dit il y a un piège. Le coup baril, c'est un magazine de la Sopaman. Que nous allons reprendre d'ailleurs l'année prochaine. Alors tu disais justement qu'il y a eu la publication du coup baril dans les années 90, 91 jusqu'à 96. Nous avons dit, et mon cas changé, moi qui étais secrétaire général à l'époque, maintenant la commission judiciaire, même maintenant secrétaire général, je dit, mais il y a un piège. Parce que quand nous respecter la loi, et quand nous venir dans les commissions, parce que là, nous ne sommes pas là dans tout le monde, dans ces bailleurs, Quelle commission? Nous sommes dans la commission départementale de protection de la nature. Nous sommes dans le CODER, tout cas. Et pourquoi il demandait à la Sopaman de venir dans les commissions? Oui, alors quand venir, mais c'est ça. Et depuis ça, nous avons ça. Parce que quand nous venons dans des commissions, nous avons discuté là, et puis nous avons vu manière. Mais en réalité, la Sopaman minoritaire dans ces bagages-là, et nous avons servi pour dire où tu es là. Donc, alors que très souvent, on y envoie, et puis toutes les administrations là qui viennent, qui dit ça, donc nous pas nous avons dit ça, nous avons évité nous dans des débats publics, nous avons dit nous pas venir épisode parce que nous avons ça pas servi à rien. Mais nous remarquons très vite, ça c'est très contre-productif. Parce que il t'a dit oui, nous t'avons invité la Sopaman va venir, puis je dis jury qui va venir critiquer. Alors c'est pourquoi nous mettons en commission juridique qui est très potalant, qui connaît la loi avec des gens qui sont compétents, tous ces gens là, tous ces gens là, sans compter les avocats. Oui, sans compter les avocats. Et nous avons fait Claudette Duhamel qui fait un gros travail. Et les qui interviennent à l'époque, c'était respecté. Tous les avocats venaient pour l'écouter, parce que c'était les seuls qui étaient défendre l'environnement. Donc nous avons un hommage particulier pour nous faire à Claudette Duhamel, mais il était à côté, ces jeunes-là, nous étions beaucoup plus jeunes à l'époque, des jeunes juristes qui ont des formations, nous étions des maîtrises de droit, et nous structurer ça. Et donc là, nous allons aller, nous étions forts, nous étions costauds,
Et Claudette était costaud, était capable et puis parce que nous quand travaillons ces dossiers et puis donc c'est pour te dire que cette volonté là. Mais nous disons ouais, nous voyons tout de suite piège là, de même que nous avons dit nous, ils ont invité nous dans des commissions de pas venir, des réunions de pas venir, mais nous voyons que à force nous aller dans des commissions, nous avons travaillé comme ça, eh ben la population même, les militants même, ils disent ah oui, comme commission juridique là fort, comme ils ont réussi, comme ils ont gagné, ils ont tendance à ridiculer derrière au lieu sur le terrain. Sur le terrain, car vous-même, quand ça. Plus on voit la force de la commission juridique prendre vraiment une grosse force, moins on voyait sur le terrain des actions légitimes, notre légitimité, je reprends ce que tu m'avais dit hors antenne, notre légitimité, parce qu'eux, ils peuvent avoir leur légitimité, mais notre légitimité pour la défense de tous les vivants. Voilà, donc on voit de moins en moins de personnes sur le terrain et on se voit effectivement de plus en plus devant les tribunaux. Oui. Ainsi, la dernière grosse action digne de la Sopama, pour vous dire, pour montrer, date de 2005-2006. Je veux parler de désert. Oui, c'est le désert. Le littoral. Mais avant, c'était tout le long qui était né. C'était la Pointe Borgnès. C'était le combat de Grand-Rivière. On avait un sale bioma. C'était ça. C'était tout le long. Mais alors, évidemment, là. Et puis, il y a quand même l'évolution de la Sopama. Il faut dire aujourd'hui, et de façon, on a vu 1991, mais l'évolution avec 2000 actuelle là, qui est où la commission de communication prend de plus en plus de force. C'est-à-dire que, et ça c'est intéressant, même s'il n'y a pas 150 personnes quand à désert, même s'il n'y a pas tout ça de monde, même s'il y a une cinquantaine de personnes ou une vingtaine de personnes, il y a une répercussion médiatique. Et ça nous permet de répercuter. D'autant plus que les grosses médias pas qu'à nous la parole, mais avec les nouveaux réseaux, ça répercute l'action. Et c'est très bon quand nous allons à Cœur-Bouliki, même si nous pas en cinquantaine ou en centaine, mais tout le monde sait que nous sommes à Cœur-Bouliki. Nous avons dénoncé ce que fait déjà l'administration d'ici là, qui a traversé la rivière en toute impunité, qui n'a pas respecté la loi. Donc, en définitive, si Pani Masla qui était dans les années 90 jusqu'aux années 90, jusqu'au début des années 2000, 2007, 2008, 2009, mais il y a une répercussion de l'action qui est toujours, mais la Sopama reste toujours présente sur le terrain parce que nous disons, même si nous sommes dans les commissions, et nous sommes dans beaucoup de commissions, même si nous sommes devant les tribunaux, et nous sommes souvent devant les tribunaux, mais nous disons l'action de terrain, c'est ça qui montre d'abord la légitimité du combat de la Sopama, notre légitimité au service du vivant, au service de l'humanité. Et c'est là notre force. De l'humanité martiniquaise, nous ne c'est pas la grande humanité. De l'humanité martiniquais. Nous allons voir maintenant la deuxième vidéo et on se retrouve juste après. Du côté du juge administratif, cette mutation qui prouve d'abord l'étonnement va ensuite rencontrer l'approbation du juge, comme le souligne le commissaire du gouvernement dans ses conclusions à propos de l'affaire Assopama contre Commune du Marin, audience du 23/6/92. L'Assopama, qui jadis et même naguère vous a habitué à des mémoires fleuves et confus, il faut bien le dire, vous présente aujourd'hui une requête. Donc c'est le commissaire du gouvernement qui parle là. Aujourd'hui, donc, vous présente une requête dont vous apprécierez, c'est sûr, la sobriété et la précision. Ce changement dans le ton et dans la forme est heureux. Il permettra peut-être au tribunal administratif de se pencher avec un regard plus favorable sur les requêtes de cette association. La documentation, ce n'est pas nous.
C'est pas nous qui avons inventé le mot, c'est monsieur qui a dit ça. En saluant la nouvelle rigueur du mouvement dans la forme comme dans le fond, le tribunal administratif lui reconnaît une légitimité nouvelle qui augure d'une meilleure communication pour l'avenir. Hasard ou effet indirect de la citoyenneté juridique, toute neuve du mouvement, le jugement prononcé en l'espèce par le tribunal fut fait droit à la requête de l'association, infléchissant notamment la position jusqu'alors retenue dans des cas d'espèces similaires. Changer braquet. Alors là, lorsqu'on entend justement ce que dit la documentation française, on voit que la Sopamar est passée à l'état sauvage, voilà, activistes, les violents, et puis ils sont devenus petit à petit, ils ont une rigueur, voilà, qu'ils n'avaient pas avant. Si aujourd'hui ils ont une rigueur, c'est qu'ils ne l'avaient pas avant. Voilà, en fait, mais après ils disent que ils estiment que la Sopamar a sa légitimité réelle. Ils prennent en compte qu'effectivement que la Sopamar a une légitimité. Ça veut dire qu'avant elle n'avait pas de légitimité, elle était trop violente, elle était trop agressive. Donc en fait ils commencent à dire que la Sopamar on la reconnaît petit à petit, puisqu'avant on supprimait des phrases et tout. Qu'est-ce que tu as à dire justement sur ça? Est-ce que c'est une éloge qu'on fait de la Sopamar ou est-ce que c'est quelque chose, c'est une insulte qu'on fait à la Sopamar? Moi, ce n'est pas une insulte. Mais ça nous a dit, c'est ça qu'on a appelé dans ces baïtas-là. Il y a essayé de faire en sorte rappeler les outils ou tenir. Pour qui? Dans les années, jusqu'aux années 90 et jusqu'au début des années 2000, jusqu'en 2005-2006, nous étions plutôt dans la confrontation. Confrontation avec les organismes de l'État. Mais tu as parlé beaucoup de la loi de 1982, avec 1982, les choses avaient commencé à changer parce que au lieu que ce soit l'État français, nous étions en confrontation, c'était direct que nous partions de regarder, c'était l'ennemi, mais au cas où c'est comme c'était mais là qui a proposition, au cas où ça déjà c'est China, au cas où là. Et moi en cas particulier, les M. Garcin Massa vini mais c'est une anecdote que tout le monde passe. Quelle année? En 1989, je crois. Ah ben, nous avons posé en plainte contre l'ancien maire. Et quand c'est lui qui est maire, ah ben, il a venu maintenant contre le maire de Sainte-Anne. Et quel était le maire de Sainte-Anne? Le maire écologiste. Alors c'était un bail qui était assez cocasse en définitive. Le tribunal qui a fait la fête depuis nous. Puisque nous sommes contre le même, mais c'est lui qui est président, qui était président de ce pays, c'est nous qui avons attaqué. Mais ce n'était pas lui qui a attaqué, mais comme c'est lui qui prend la... C'était des faits antérieurs. Des faits antérieurs. Mais c'est pour te dire que c'était des bails. C'est pourquoi, qui maniait, on a pris dans les contradiction et on a dit qu'on a instrumentalisé. C'est ça. C'est ça. Alors donc nous a dit donc en définitive, là on a dit ça, c'est vrai, nous passons de la confrontation directe à la plus de concertation, plus de dialogue. Mais attention à ces concertations là. Attention à ces dialogues là et nous faut que nous restions véatifs, faut que nous restions devant. Parce que quand ça, nous connaissons les Français, ces Français là qui contesté, vini, tu n'as pas compris, on va t'expliquer. Tout à nous pas Adam Bagaïta. Et ça qui mettait nous, moi en particulier, ça mettait moi en rogne. Et même là, on a fait semblant de féliciter dans certains organismes, nous avons dit non, nous il faut que nous restions véritablement et dans le cadre de la légitimité martiniquaise et non pas de leur légitimité. Donc, nous légitimes par rapport à leurs tribunaux, à leurs lois. Et il faut que nous gardions légitimité. Notre propre légitimité. Notre propre légitimité.
Et c'est ça qui, c'est pas toujours facile, mais c'est un combat qui est réel, mais c'est un combat qu'il faut faire, et c'est tous les jours faut que nous veillons actifs. Et là, nous avons monté Saint-Pierre et samedi, c'est pas pour respecter la légalité de leur légalité. Parce que leur loi se fait très souvent contre nous, parce que le chlordécone, c'est loyaux, et ils n'ont même pas... Ils ont appliqué la loi. Ils ont appliqué la loi en manière, mais c'est contre nous. Voilà, c'est ça. Donc, en définitive, il faut que nous toujours rester véatifs pour nous savoir quel est l'intérêt du peuple martiniquais, qu'est-ce qui était du peuple martiniquais, de la population martiniquaise, de l'environnement martiniquais, de l'écologie martiniquaise, du vivant martiniquais, pour nous savoir sans ce combat nous. Et c'est ça, tous les jours, et toujours ça commande nous d'être véatifs. Et très souvent, l'administration a cherché pour dans des pièges, en évitant à dans des réunions, presque en bas d'eau, pour dire oui, tu es bien, c'était pas comme avant, tu es légitime aujourd'hui. Ça, ça insulte parfois. Voilà. Alors, on regarde la dernière vidéo et puis on retourne sur le plateau. Quelques mois plus tard, une nouvelle étape dans la reconnaissance mutuelle est franchie. Le commissaire du gouvernement, dans son jugement à Sopamar contre la commune de Chelcher, affaire dite Fonrousseau, met en relief l'évidente recevabilité de l'action de la Sopamar en ajoutant, et citation du commissaire du gouvernement, en ajoutant qu'elle œuvre dans le cadre de l'intérêt général au lieu et place du préfet qui n'a pas cru devoir utiliser de façon critiquable les prérogatives que lui confère l'exercice du contrôle de légalité. Vous comprenez? Je dis que c'est la Sopamar qui prend la barre sur le contrôle de légalité. C'est ça, M. Daniel. Donc c'est nous qui l'État français, l'État martiniquais. C'est ça qui est dit là. Ouais, donc, dans cette affaire, le sursis à exécution demandé par l'association pour des raisons de sécurité publique et d'atteinte au patrimoine archéologique sera accordé. À l'évidence, le juge administratif reconnaît face à une certaine inertie des pouvoirs publics la fonction stimulante de l'association. En retour, l'association s'érige en défenseur de l'état de droit, tout en conservant une attitude critique à l'égard de la réglementation et de la pratique politique administrative. C'est pas nous qui avons dit ça. Mais on sait qu'on reconnaît nos diplômes. Ça passe. En face, on assiste à une certaine évanescence des pouvoirs publics qui souligne le juge administratif, la représentation étatique au plan local se montre d'une discrétion excessive, gênée par le caractère encore abstrait du combat pour l'environnement dans une société en proie à des difficultés économiques et sociales tangibles et immédiates. Donc, c'est ce qu'on nous repose très souvent. Il faut des emplois, il faut etc. Et alors on peut abîmer tout sans problème. Alors le face-à-face à Sopamar élu est rendu. Alors donc, et là, on parlait un petit peu de l'administration. Alors je vais tout de suite te donner la parole, je ne vais pas faire de commentaires. Oui, mais Henri a montré très fortement l'évolution de Sopamar. Et au cas où, alors qu'on était très critique vis-à-vis des lois françaises de comportement, il a dit actuellement c'est pratiquement nous qui avons fait contrôle de légalité. Et on a vu que le contrôle de légalité, c'est le préfet qui doit le faire, et depuis la décentralisation, ça prend beaucoup d'importance. Or, ce qu'on voit, ni l'administration ne fait pas le contrôle de légalité. Pourquoi? En fait, lorsque le maire ou la CTM ou l'Espace Sud prend une décision, une délibération, c'est envoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture du Marin, lorsque c'est la commune du Marin, Trinité, ou la sous-préfecture de Trinité. Mais
là, on va regarder qui manière ça qu'a fait en réalité. Les rivets, la sous-préfecture, qu'a mis en saut, qu'a mis comme quoi c'est arrivé, reçu à telle date. Et très souvent, d'après ça nous comprendre après coup, même nous n'étions qu'à prendre, nous qu'à comprendre qu'à faire un véritable contrôle. En réalité, très souvent, c'est administratif là qui n'a pas même les dossiers. Et nous avons ça, nous arrivons. En fait, ils mettent juste le tampon qu'ils ont reçu le dossier. Mais alors là, le piège est encore plus fort parce que nous avons des avocats qui sont très habiles. On ne va pas nommer nous par égard pour eux, puisque nous en contradiction avec eux tous les jours. Ah ben, un avocat très malin, il dit, mais oui, mais il mettait tampon, c'est qu'il contrôlait, et par conséquent, ça qui est là, véridique, c'est un respect de la loi. Et qu'a opposé nous ça devant un tribunal. Évidemment, nous avons dit ça, c'est coaching. C'est coaching, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et l'administration française n'est là d'y faire ces bagailles-là. Alors, pour nous lutter contre ça, nous avons écrit préfet, nous avons demandé, dans telle affaire, faites-nous comprendre quel est le contrôle de légalité. Mais je veux comprendre qui manière, par l'intermédiaire de la commission juridique que nous appelons aujourd'hui la KVE, la commission de veille écologique en matière juridique, une veille écologique, mais en matière juridique, eh bien, par l'intermédiaire de cette commission de veille juridique, nous saluons, c'est le cas de saluer actuellement le travail qui est fait par une personne qu'on ne voit pas très souvent, c'est Micheline, mais parce qu'elle fait un travail de veille très, très précis sur les lois, sur les règlements, sur les arrêtés qui sont sortis. Ah ben, donc, dès 2016, 1996 et 2016 après, ah ben, le juge reconnaît ce travail-là parce que l'État et le préfet est très laxiste. Mais on nous a expliqué que effectivement, il faut permettre le développement économique, il faut permettre il y a des emplois, etc. Et très souvent, le préfet est plus soucieux de ça que du respect de la loi pour lequel il est payé. On le paie, on le met là pour qu'il assure que la loi est respectée. Au lieu de faire ça, il tergiverse, mais on voit ce qui s'est passé à SMTVD, par exemple. Nous connaissons les, même on pourrait prendre tous les cas aujourd'hui où le préfet, au lieu de faire un véritable contrôle de la légalité, se contente des arrangements avec les autorités en place. Et contre la loi. Et très contre souvent, la loi. Contre la loi. C'est contre la loi, pas grave, mais c'est contre les intérêts véritables du peuple martiniquais. Et contre le respect du vivant, et contre le travail. Avec notre œil, dans notre paradigme. Mais lui, il a des textes de loi, il n'est pas, pas dans la légalité. Et ce n'est pas l'intérêt du peuple martiniquais qui est cherché. Par exemple, quand on regarde les ZMO, les zones de voyage organisé. Oui, nous avons dit, mais nous respectons la loi. Nous avons respecté la loi, mais est-ce que c'est l'intérêt des pêcheurs? Est-ce que c'est l'intérêt de notre biodiversité, de nos tortues qui viennent pondre sur la plage? Est-ce que c'est l'intérêt des populations qui viennent tirer la Seine? Non, mais c'est... Alors donc tu vois, leur loi, leur légalité, mais aussi il y a la légitimité du peuple martiniquais, du vivant martiniquais. Il nous reste à peine 1 minute 20. Je voulais parler de l'article 73-74, puisque, par exemple, les aérodromes, ils veulent faire un aérodrome à Basse-Pointe, mais si on avait nos propres lois, on aurait pu avoir notre aéroport et qu'on organise nous-mêmes. En fonction de nos intérêts. Alors, le gros problème auquel nous sommes confrontés, les lois françaises, même quand elles sont correctes, ne voient pas l'intérêt de la population martiniquaise. C'est la loi française en fonction des intérêts de la France. Mais nous disons que nous sommes dans un pays colonisé, c'est notre point de vue. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Nous sommes dans un pays colonisé et la loi vient pour servir les intérêts de l'État colonial français et des ressortissants français.
Et les ressortissants, ce sont les béquets, ce sont ceux qui se disent des métropolitains et pas très souvent la population martiniquaise, pas souvent le peuple martiniquais. Et c'est là les grosses contradictions auxquelles nous sommes confrontés dans ce pays martinique. Alors, comme j'aime à dire, les lois sont faites pour eux, pour les protéger de nous, parce que nous sommes les plus nombreux. Donc, on va finir l'émission sur cela. Donc, allons faire vivre, allons donner de la force à notre légitimité. Merci Pascal. À notre humanité. À notre humanité. Et nous avons déjà d'ores et déjà songé l'Assemblée générale de la Sopramor. C'est le 28 janvier, le dernier dimanche de janvier. Voilà. Donc, des précisions au fur et à mesure. Ok, merci beaucoup Pascal. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche câlin. Des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.